Le pas ferme, du haut de ses 100 ans, Bernard Belin Dadié, le natif d'Assini dans le sud de la Côte d'Ivoire, fait son entrée dans la 1500 places du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadié. L'homme, accompagné du ministre de la Culture et de la Francophonie, reçoit la reconnaissance d'un public sous le charme de son riche parcours littéraire long de 80 ans. Quoi de plus normal, puisque la justesse du message humaniste véhiculé dans ses œuvres a définitivement dépassé les frontières du continent noir pour asseoir l'hégémonie du père des lettres ivoiriennes au cœur même de l'UNESCO à Paris. Bernard est le lauréat du prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique. Il a été choisi devant 19 personnalités et organisations mondiales. Le prix UNESCO UNAM, symbole de sa contribution au développement du savoir dans le monde, a été remis par le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, Yao Ido, au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. À leur tour, ils sont allés à la rencontre de l'écrivain pluridimensionnel et de son épouse pour leur permettre de tenir en main la prestigieuse distinction. Ce prix est une chance car il permet de célébrer l'homme nouveau, cet homme nouveau, porteur des plus hautes valeurs humaines, de courage, de justice. Et nous sommes en train de le construire dans notre pays. Nous le construisons sous la haute direction du président Alassane Ouattara, qui entend édifier pour nos populations une société de progrès et de réussite individuelle et collective. Je vous invite à croire en l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau sera comme Bernard Dadié. Souvenons-nous de cette sagesse dans Crimbier, le travail, et à part le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Climbier de Bernard Dadié, c'est cela l'Ivoirien nouveau. Le lauréat du prix UNESCO UNAM s'est exprimé. Merci. Seigneur mon Dieu, quand mon grand âge, vous m'avez confié cet espoir. Merci à vous et merci à vous tous. Merci. Son fils a pris le relais pour lire une partie de son discours axé sur son engagement pour la littérature et pour un monde où la dignité humaine, la justice et l'égalité entre les hommes doivent triompher. Représentation artistique, chants, poèmes et contes à la gloire de cet érudit ivoirien ont donné à cet hommage tout son caractère festif. Douleur et tristesse se lisent sur les visages. La famille Somme est en deuil. Elle a perdu 2 enfants, un autre dans un état critique. Tous sont victimes de l'épidémie de méningite qui sévit depuis plus d'1 mois dans le village de Youndouo, à 110 km de Bouna. J'ai l'impression de rêver. J'ai perdu 2 enfants en 3 jours. Actuellement, il y a un autre qui est couché à l'hôpital. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la désolation dans tout le village. 18 morts ont été enregistrés. Plusieurs autres personnes encore hospitalisées. L'inquiétude gagne du terrain chez les populations qui parlent de maladies mystérieuses. On ne sait même pas c'est quel genre de maladie. Mon fils avait 9 ans. La maladie a duré 2 jours seulement et il est mort. On ne sait pas d'où vient cette maladie. C'est du jamais vu. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu un village comme ça, durant 1 mois, le décès successivement, et la personne c'est la tête c'est le cou c'est la poitrine, les côtes, en même temps dans le coma la personne meurt. C'est du jamais vu. Mal de tête, douleur à la poitrine, fièvre. Les victimes présentent les mêmes symptômes. Selon les autorités sanitaires, il s'agit bel et bien de la méningite, mais d'un autre type. C'est la méningite, mais à pneumo. La méningite qui est provoquée par le pneumocoque, qui est un gène contre lequel nous n'avons pas encore de vaccin. Mais il y a des médicaments efficaces. Quand le malade est pris très tôt, quand on le met sous traitement, au bout d'une semaine, ça commence à aller. Le mal désormais identifié, les malades sont donc pris en charge. Cette jeune fille s'est remise de la maladie après avoir reçu des soins.
J'avais mal à la tête, au cou, à la poitrine. Arrivé au dispensaire, on m'a mis un sérum et on m'a donné des comprimés. Aujourd'hui, ça va un peu. Au jour d'aujourd'hui, la situation, je peux dire, est sous contrôle. Nous sommes partis, nous avons fait ce qu'on fait dans ce genre de situation. On a des médicaments, on a du personnel, on a tout ce qu'il faut, en tout cas pour mettre cette situation-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est surveiller. Continuer de surveiller. Chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut l'envoyer à l'hôpital. Donc c'est l'appel que je peux lancer à la population. Dès qu'ils se trouvent confrontés à ces signes-là, que nous appelons des signes dus à la méningite, qu'ils se rendent rapidement au centre de santé. La situation sous contrôle, mais les habitants de Youndour vivent dans la psychose. Leur souhait, être débarrassés de cette maladie qui a endeuillé plusieurs familles. Comment ça va aujourd'hui? Dernière ligne droite pour Laure, enceinte de 8 mois avant son accouchement. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa sage-femme dans une maison de naissance, l'une des 9 autorisées en France depuis janvier. Contrairement à une maternité, ici, pas de médecin ni d'acte médical invasif. Le lieu est géré par des sages-femmes et réservé à des grossesses sans risque. On sort des blouses blanches, on sort de ce cadre hospitalier vraiment qui est mon quotidien habituellement et on a l'impression d'être chez nous. Nées dans les années 70 aux États-Unis, les maisons de naissance se sont développées en Amérique du Nord comme en Europe. Mais la France a longtemps hésité à les autoriser et impose plusieurs conditions à leur expérimentation. Les sages-femmes n'ont pas le droit de faire de péridurale et chaque maison doit être adossée à une maternité partenaire en cas de problème. Un seul étage sépare l'hôpital de la maison de naissance, mais le traitement est très différent. Peu de patientes, une centaine par an, et un suivi mensuel pendant la grossesse qui se fait avec une sage-femme attitrée. C'est elle qui assistera à l'accouchement et en consultation, elle prend son temps. On a du temps avec eux en consultation, on prend environ 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie parfois, pour faire à la fois le volet médical et le volet de préparation à la naissance. Et donc, on apporte une réponse un petit peu plus personnalisée. Une réponse personnalisée et un environnement chaleureux, c'est ce que recherchent les couples qui font le choix de la maison de naissance. Entre la chambre avec son lit de place et sa baignoire, un salon et un coin cuisine, ils se sentent comme chez eux, loin du plateau technique d'une salle d'hôpital. Je me sentais juste enceinte et pas malade, donc ça me semblait incongru en fait. Je ne sentais pas le besoin de l'hospitalisation, je ne sentais pas le besoin d'une salle avec ce que je considérais comme une médicalisation à outrance. Moins d'intervention médicale, ça permet aussi un retour à la maison beaucoup plus rapide, 24 heures après l'accouchement, contre 3 jours d'hospitalisation dans une maternité. Un moyen de faire des économies à la sécurité sociale, mais un coût plus élevé pour les patientes, 900 € environ ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. L'expérimentation doit durer 5 ans avant une éventuelle généralisation. Une première évaluation est attendue dans 2 ans. Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria. Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Après la guerre, on a été désarmés, ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être rabatteur dans les minibus. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les 2 guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. Cela doit être résolu, je parle de 75% de la jeunesse du Libéria. Il y a plus de jeunes sans éducation qu'avec. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, ces personnes doivent être prises en charge. Augustine a 29 ans. Son village a été pris d'assaut quand il était adolescent. Menacé de mort par les hommes de Charles Taylor, il a lui aussi été obligé de combattre. À la fin de la guerre, il a quitté Monrovia pour fuir les regards accusateurs. Certaines personnes m'ont vu me battre pendant la guerre. Et quand la guerre était finie, on me pointait du doigt. Certaines personnes me reconnaissaient. Aujourd'hui, il est pêcheur à Robertsport. Il a quitté la capitale, déçu par le gouvernement qui avait promis de les aider en leur offrant des cours ou des formations. Avec sa femme et ses 2 enfants, il espère à une vie meilleure en laissant son passé derrière lui.
La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000.